faut absolument dépolitiser l'administration. Le code numérique n'en est pas un. La législation actuelle ne permet pas la numérisation du pays. Face à face ce dimanche après le journal de 13h. Je reçois le professeur Shimata Bakajika Chinanga, professeur des universités, ingénieur logiciel et chercheur en mathématiques. La somme de tout ce qui existe est mathématique par son essence, y compris Dieu. C'est notre invité qui l'affirme, même si la substance ne l'est pas. Professeur Shimata Bakajika Chinanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques, vous étiez professeur de mathématiques à l'université de Birmingham, Alabama, aux États-Unis. Vous êtes ingénieur logiciel et chercheur en mathématiques. Alors, créateur et fondateur du Centre de mathématiques universelles. Vous êtes venu non pas pour nous parler mathématiques, encore que pour vous tout soit mathématique, tout est essence mathématique. On va expliquer, cela peut paraître un peu compliqué à l'entendre comme ça. Mais je voudrais d'abord commencer par une affirmation, la première que vous avez faite aujourd'hui, tout à l'heure, quand pour la première fois je vous ai rencontré. Ouais, laquelle ? Le droit qu'on enseigne en RDC n'est pas bon. Oui. Quoi enseigner ? Parce que le droit qu'on enseigne en RDC, c'est la philosophie gréco-romaine. Ça n'a rien à voir avec le droit en tant que science. Il existe un droit plutôt scientifique. Et ce droit est basé sur les mêmes propriétés mathématiques qui prouvent l'existence de l'éternel. C'est-à-dire que par ces mêmes propriétés, mais là, nous n'avons pas besoin de prouver que Dieu existe pour pouvoir enseigner le droit. Nous devons seulement asseoir le droit sur les axiomes de la somme de tout ce qui est existence, tel qu'ils s'enracinent dans la relation binaire de l'univers. Je peux expliquer, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais quand vous dites qu'on n'a qu'à prendre le droit sur la somme de tous des axiomes, oui. Axiome, c'est tout ce qui n'a pas besoin d'être démontré. Je tiens à le rappeler à ceux qui nous suivent. Souvent, c'est mal défini. Oui, mais ce n'est pas que c'est tout ce qui n'a pas besoin d'être démontré. C'est mieux de dire les axiomes, ce sont les vérités premières qui ont pour preuve la perception. C'est-à-dire le fait que Lusakwen est une diversité d'êtres humains, le fait que Lusakwen est une diversité d'une existence, le fait que Lusakwen est une diversité d'êtres physiques, nous n'avons pas besoin de le démontrer parce qu'il n'y a pas de preuve. La preuve, c'est tout simplement l'observation. Oui, mais ce qui n'est que perception et donc n'a pas été lieu de démonstration peut, à terme, au moment où la connaissance aura évolué dans la matière, devenir non plus axiome, non plus démonstration, mais fausseté. Non, on peut se tromper à terme parce qu'on n'a pas réussi à le démontrer. J'aime bien votre intuition, vous avez raison. C'est ça le problème, au fait, quand on parle des axiomes au sens philosophique ou bien au sens de la logique. Les mathématiciens ne disent pas que si A est vrai et que B s'implique de A, alors B est vrai. Non, les mathématiciens disent A est vrai, alors toute proposition, toute affirmation qui s'implique de B est aussi vraie. C'est la même chose. Ici, si vous voyez, quand Descartes a voulu montrer, par exemple, l'existence de Dieu, il a voulu tout simplement y aller en disant « je pense donc je suis ». Dans sa formulation, il y a une erreur en disant « je pense donc je suis ». Le « je » est une existence pour laquelle il n'a pas de preuve d'existence. Mais ici, je dis, tout ce qui est... Ici, moi, je parle de... Mais les axiomes que j'introduis comme fondement de l'essence mathématique de la somme de tout ce qui est existence, ce sont les axiomes irréfutables que personne ne peut changer. Ni maintenant, ni après. Attention, que personne ne peut changer tant que le contraire n'a pas été démontré. Non, ça c'est faux. Je vous les donne. Je vous les donne tout de suite quelques axiomes. Un être humain est une diversité. L'être humain de ce monde est une diversité d'une existence. Vrai ou faux? Jusqu'à ce que cela n'a pas été démontré. C'est une diversité. J'ai dit que c'est une diversité. Qui suis-je pour dire le contraire? Si un jour on démontre le contraire. Mais quel est le contraire de ce que je viens de dire? Vous voyez? Qui sait? Non. Ah, mais... Le contraire, ça veut dire, vous pouvez la formuler. C'est-à-dire qu'un être humain n'est pas une diversité. C'est faux. Parce que quand je prends la bouteille,
La beauté est une existence. C'est une diversité d'existence. Je suis une existence, vous êtes une existence. Nous sommes tous de diversité d'existence. Mais alors, quand nous parlons de diversité d'existence, en ce moment-là, nous devons parler de l'origine de l'existence. D'ailleurs, même, nous n'avons pas besoin de parler mathématiques ou sciences pour commencer à parler de l'origine de l'existence, ou bien de la primitive au sens mathématique d'une existence. Prenons un enfant qui demande à sa maman, « Maman, obotinga ndengeni ?» ou bien bébé comment suis-je né, ou d'où viennent les bébés. Alors la maman, si elle est un peu timide, elle ne va pas dire la vérité. Mais si elle va commencer à dire à son enfant, un enfant qui est curieux, mais l'enfant va arriver avec la main jusqu'au premier être humain. Mais maman, il y a Liboso, le premier homme ou la première femme, qui sont ses parents. Alors vous avez deux choix. Soit il y a un être vivant qui n'est pas de ce monde, qui est leur origine, je n'ai pas envie de dire créateur ou quoi, ou alors ils ont évolué. Mais c'est une idiotie de dire que celui qui dit qu'ils ont évolué et celui qui dit qu'ils ont créé, que ce sont des choses différentes. Mais ils disent tous la même chose. Parce que même quand on évolue d'une origine. C'est-à-dire il y a une primitive. Même celui qui crée, la même chose, il a aussi une primitive. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas le problème de est-ce qu'on a évolué ou est-ce qu'on a créé. C'est le problème de celui qui a l'origine. Est-il un être vivant? Est-elle un être vivant ou pas? Et ça, Newton, Einstein et autres se sont cassés les dents. Je peux le dire avec toute assurance qu'ils se sont cassés les dents. Pourquoi? Ils mentent aussi. On parle de la théorie de Big Bang. Oui, je m'assume. Ils mentent, ils se sont trompés. Non. Avec le temps, avec le recul, on peut dire. La vérité. Voici la vérité. La connaissait-il à ce moment-là? Il savait. Parce que la théorie de Big Bang c'est pas Newton qui a donné, et c'est pas Einstein qui a donné le Big Bang, c'est Fred Hoyle qui a donné. Parce que c'est l'évêque belge, Georges Lemaître, qui a voulu prouver la création par les lois de la physique. C'est en ce moment-là qu'il a parlé de Big Bang. Alors, je crois que le pape Pie VI, il a dit non, pour nous, l'univers a été créé. Alors, on a commencé à voir, et il y a un problème, on a commencé à voir l'évolution, mais la théorie de Newton venait d'être prouvée par l'éclipse de 2019. C'est en ce moment-là que les autres... Big Bang n'a pas été créé par Newton et par Einstein. Einstein ne voulait pas prouver la non-existence de Dieu. Ce sont les autres qui ont voulu utiliser la théorie d'Einstein pour prouver la non-existence de Dieu. C'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à prendre la théorie d'Einstein pour dire que non, elle supporte la théorie du Big Bang, et la théorie du Big Bang exclut la création. Mais en même temps, ils ont un problème, parce que quand on rentre au plus petit, on ne sait pas utiliser la théorie de Newton. Mais moi, je dis que ne cherchez plus, parce que l'univers a été créé. Pourquoi? Parce que les physiciens cherchent à résoudre un problème qu'ils ont mal formulé, même parce que mal compris. Le problème n'est pas est-ce que l'univers a été créé ou pas, ou une évolution ou pas. Le problème est que l'esprit dans Lusakweno, l'esprit dans moi, l'esprit dans n'importe quel être humain, est-il un être physique ou pas? Le souffle de la vie, est-il un être physique ou pas? Professeur Shimata Et ça, on Bakaji... ne peut pas le prouver, et on ne peut le prouver que par les mathématiques. Professeur Shimata Bakajika Chimanga, qui est professeur de mathématiques. Chinanga. Oui, Chinanga. Oui. Le droit qu'on nous enseigne en RDC n'est pas bon. C'était ma question. Oui. On est parti loin. Mais théorie d'Einstein et de Newton. Okay. Malheureux. C'est parce que ça va vous demander que je vais te montrer tout de suite que c'est pas bon. Oui, mais le problème c'est que en 2 minutes. S'il vous plaît, c'était la question. Oui, la question est simple. Ils mentent d'abord. Les juristes mentent. Ils mentent. Oui. Il n'y a aucune société humaine qui n'a jamais existé sans une loi constitutionnelle. Il n'y en a pas. Ok. Tes ancêtres avaient une loi constitutionnelle. C'est-à-dire que... Qui n'était peut-être pas écrite.
Que ce soit écrit ou pas, il n'y a pas de différence. Ils ont voulu seulement inventer. Je peux aller dans les détails. Même si... Oui, non, mais on peut aller dans les détails. Mais ça, on ira dans une autre conférence, parce que j'ai une conférence prévue pour ça à l'université. Donc, il n'y a pas ça. En d'autres termes, quand vous parlez de pouvoir constituant, c'est-à-dire que le pouvoir constituant est défini comme le premier pouvoir qui définit la première constitution. Voilà. Soit que ce soit, il y a eu un problème, soit c'est le premier État, la première version, soit il y a eu des problèmes. Mais le problème, c'est que quand vous dites que le pouvoir constituant, vous donnez un pouvoir à un pouvoir constituant de créer la constitution, ça veut dire la première était mauvaise. Mais sur quelle base vous dites que la première était mauvaise? Particulièrement que le droit constitutionnel est né des abus des Européens. Ce n'est pas de nos abus. Non. Ce qu'on dit, c'est en français facile, parce que ce que vous dites ne sera peut-être pas forcément compris et entendu par tous nos auditeurs. C'est à cause du temps. Non, il n'y a pas que le temps. Oui. Les faits précèdent la loi. À un moment donné de son existence, une nation peut se poser la question, est-ce que ce qui nous lie, est-ce que ce qui nous régit est encore bon pour nous? Et donc, changer la loi. Avant, il n'y avait pas d'inceste, avant, il n'y avait pas d'homosexualité, avant, il n'y avait pas de corruption. Il existait avant des crimes qui n'existe plus aujourd'hui, il n'existait pas avant des crimes qui existent aujourd'hui, il faut que la loi évolue. Et la loi suprême, c'est, en termes juridiques, la Constitution. D'où pouvoir constituant. Vous voyez que vous êtes parti vraiment d'une mauvaise prémisse en disant que les faits précèdent. Ce sont ce que les juristes vous racontent. C'est faux de dire que les faits précèdent la loi. Ça n'a pas de sens. Prends seulement un être physique dans la somme de tout ce qui est existant. Il n'y a aucun être physique qui existe sans loi. Et vous ne pouvez pas trouver une loi qui existe indépendamment d'un être. Non, mais là, on parle du droit. On ne parle pas de loi, de la physique, de la loi en règle, en termes que termes consacrés. La loi, quand on vous parle là, c'est la loi, la législation d'une existence. Il n'y a pas de différence, ce que vous dites. Quand vous parlez de la législation, ça veut dire qu'il n'y a pas un être physique sans législation. Vous pouvez parler de lois comme vous voulez, parce qu'on peut prendre les lois qui sont dérivées de la législation primaire et ainsi de suite. Mais tout État, la norme est définie par les juristes comme étant la législation primaire. Mais la question est la suivante. Qui détient l'autorité de dire que ça, c'est la législation primaire, que nous, les Congolais, notre législation est mauvaise, celle que les Blancs, les colonies nous ont imposée, est bonne. Ce sont les juristes qui ont laissé faire. Ça, c'est l'éternelle question que se posent les gens. Non, moi j'ai la réponse. Ah, vous l'avez? Oui. La réponse, c'est que soit nous adoptons la loi de Dieu, soit nous utilisons la norme de la nature humaine. Parce que, alors là, je démontre, c'est là où je t'ai parlé de la relation binaire de l'univers. C'est-à-dire, on peut prouver tout simplement, soit vous adoptez la loi telle que Dieu la donne, soit vous partez. Parce que Jésus-Christ est en train de se dire qu'il est cette loi-là. Mais si vous n'acceptez pas que Jésus-Christ n'est pas le chemin, la vérité, la vie, on peut prouver ça différemment, en utilisant les mathématiques. C'est ça les mathématiques que j'ai écrites, les mathématiques de l'existence, les mathématiques de la vérité, de la connaissance, et les mathématiques de l'agir de l'être. Les mathématiques qui n'ont toujours pas réussi à prouver l'existence de Dieu, sauf vous. Non, ce n'est pas sauf moi. Pourquoi vous doutez en moi? Non, pourquoi je ne doute pas. Vous doutez que moi, je ne peux pas prouver? Non, je dis... Les livres que vous avez la prouvent. Scientifiquement, oui, vous avez écrit un livre, on va le montrer. Il y a la place au doute dans tout. Vous semblez... Non, il n'y a pas de place dans le doute de la preuve que je donne. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Après moi, personne ne pourra dire que tu s'est trompé. Dans sa démonstration de l'existence de Dieu. De l'existence. C'est pour ça que j'ai écrit. Au fait, je n'étais pas venu pour démontrer. J'ai écrit. C'est pour ça que j'avais demandé que la présidence puisse parrainer ça. Comme ça, j'allais tout simplement attaquer le monde. J'ai fait ça à Oxford, mais je n'ai pas voulu publier parce que les Blancs, tous en chaîne publique,
C'est pour ça que vous avez peur pour propriété intellectuelle oui. Mon livre du numérique n'est jamais sorti jusqu'aujourd'hui à cause de ça. On va arriver, on va parler du numérique, mais avant, je voudrais qu'on termine avec ce volet du droit. Oui. Mais le droit qu'on enseigne en RDC, c'est le droit qu'on enseigne partout? Non, même eux. Maître Bochab était dernièrement à une conférence à Paris. La conférence était sur seulement les réformes intempestives du droit dans le monde. Et même ils se rendent compte que le droit qu'on enseigne, ce n'est pas un bon droit. Ils ont triché, ils sont conscients de leur triche. Ils disent que ça nécessite évolution, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ce droit ne gère pas ou n'arrive pas à gérer la société. C'est ça le but du droit aussi. Non, quand vous n'avez pas la connaissance qu'il faut, heureusement que le Dieu est bon. Il nous a donné la possibilité d'utiliser l'à peu près pour vivre. Vous voyez, quand vous étiez enfant, quand vous commettiez des fautes, vous saviez toujours vivre, mais papa, maman venaient toujours vous corriger. C'est ça l'avantage, comment l'existence, comment Dieu a créé le monde. On ne permet pas que quand vous n'êtes pas parfait, on vous permet de vivre même si vous n'êtes pas parfait. Mais quand vous vivez, ça ne veut pas dire que, même dans l'ignorance ou bien dans l'erreur, ça ne veut pas dire que la perfection n'existe pas. Oui, mais c'est-à-dire que la connaissance parfaite existe. Et moi, je l'ai. Mais en attendant d'y accéder, oui. On vit comme on peut. Non, je l'ai apporté. C'est pour ça que je suis venu, au fait, pour qu'on puisse commencer maintenant à enseigner Dieu, non pas sur base de la foi, mais sur base de la connaissance, à partir de l'école secondaire. De ce qu'on en connaît. Oui. Votre reniement du droit enseigné en République démocratique du Congo... J'ai la preuve. Vous avez les livres. Oui, on en parlera parce qu'on malheureusement, on est... a une conséquence énorme sur tout le reste, notamment sur l'existence de la Constitution actuelle et sur l'existence, parce que c'est de cela qu'on devait parler avec vous aujourd'hui, sur ce qui fait que le monde marche mieux, se gère mieux, la bonne gouvernance s'applique mieux, le numérique. Vous dites que la Constitution actuelle ne permet pas une vraie numérisation telle que voulue par les autorités aujourd'hui en République démocratique du Congo, telle que constatée dans le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas être plus transparent, on ne peut pas tout digitaliser en RDC parce que vous dites les lois l'empêchent? Oui. Une administration, en des termes les plus simples qui soient, ce n'est pas la description, c'est pas la définition d'un être humain. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une administration? Si vous allez sur Internet, vous allez voir un ensemble infini de définitions. Mais il existe une définition simple, connue même de nos ancêtres, que je vais épeler ici en des termes plus clairs. En des termes simples qui soient, une administration, c'est un ensemble de services organisés en unités de travail. Et un travail, c'est un ensemble de tâches effectuées par un individu ou un ensemble d'individus qui en ont la compétence. Je souligne, qui en ont la compétence. Et cette compétence est définie par le travail, pas par l'être humain. Par le travail. Par exemple, je ne peux pas m'improviser aujourd'hui, prendre votre place. Par le travail ou par la connaissance? Non, le travail impose la connaissance pour l'achever, pour l'effectuer. Je ne peux pas aujourd'hui m'improviser, je n'ai une place à Lusaka, je vais tout simplement foutre cette maison. Oui, mais avant de faire appel à ceux qui vont travailler dans l'administration et qui vont bien ou pas bien travailler, on se base d'abord sur la connaissance ou la prétention de connaissance qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que dans tous les pays du monde, c'est parce que là, vous êtes buté à la limite aussi de l'employeur, de l'être humain. Vous ne pouvez pas savoir mes compétences avant que je n'ai commencé. Ah, si. Dans les pays du monde entier, comme aux États-Unis, on vous donne 3 mois. Oui, mais on vous donne 3 mois, mais on vous recrute sur la base des connaissances que vous dites avoir. C'est ça, prétention de connaissance. Oui, c'est la prétention, mais on me donne 3 mois. Si je ne sais pas m'exécuter... Revenons à on ne peut pas digitaliser la RDC si on ne change pas les dispositifs de la Constitution. Ce que vous dites, quelles dispositions changer? Les dispositions qui imposent
la politisation de l'administration. Uniquement celle-là? Non, non, il y en a deux. Soit vous changez les dispositions qui imposent la politisation. Vous voyez, regarde, je vous donne un exemple simple que vous avez difficile à digérer ici parce que... Non, non, non. Je vous écoute, je ne digère rien. Je vous écoute. Politique, la polémique... Non, chez nous, tout est politique. Tout est polémique. Oui. Vous voyez, tu sais que le président, je n'ai pas envie de dire, le président Tshisekedi est là, quand il parle de bonne gouvernance, les autres parlent de mauvaise gouvernance. Mais c'est sur quelle base? Nous allons demander, Monsieur le Président, sur quelle base quelle est votre définition de bonne gouvernance? Sur la base de résultats? Ah, vous voyez maintenant les problèmes. Vous voyez maintenant les résultats, vous les jugez sur quelle base? Non, moi je parle des axiomes. Je vais plus parler la bonne, parce que il y a deux mesures quand vous avez une administration et une gouvernance. Il y a la loi, il y a l'axiomatique du travail. Par exemple, une bonne gouvernance se mesure par le respect de la loi constitutionnelle. Maintenant, si la loi constitutionnelle est mauvaise, comment vous allez maintenant imputer la mauvaise gouvernance au chef ou bien à la mauvaise constitution? Mais la Constitution... Parce que la Constitution oblige qu'on prenne, comme dans le gouvernement, que les membres des plateformes politiques qui ont la majorité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne prenne pas ou qu'on ne recrute pas sur la base de connaissances avérées. Est-ce que vous avez déjà vu au Congo qu'on a recruté quand? Qu'on a recruté depuis le Mobutisme jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas un gouvernement. Oui, mais c'est pas la Constitution. Un gouvernement qui s'est dit... Non, c'est la Constitution qui impose. Non, c'est pas la Constitution qui le consacre, non. Elle consacre, elle peut dire tel parti ou telle tribu en fonction que ce soit majorité, opposition ou géopolitique. Mais elle ne dit pas quelles que soient les compétences de la personne à recruter. Mais si le président prend des gens qui ne sont pas de la plateforme, ce n'est pas du on va le faire tomber. Mais ce n'est pas du ressort. Faire tomber son gouvernement. Oui, mais ce n'est pas du ressort de la Constitution, ça. C'est pas la Constitution qui le dit. En plus de la Constitution, il faudrait peut-être qui doit gouverner des lois. Qui doit gouverner? Des lois d'accès aux activités politiques ou aux autorités ou aux responsabilités, pardon. Non, mais qui doit gouverner? Qui doit être dans le gouvernement? C'est vrai de ce côté-là. Oui. Mais c'est tout simplement ce que j'ai dit. Sinon, si tout ce qui doit être dans le gouvernement n'est pas supposé être membre d'un parti politique, alors là, je m'en prendrai au président. Président Poinino, pourquoi vous traînez à chasser tous ces gens-là et prendre tout simplement... Et c'est à cause de tout ça qu'on ne peut pas faire un bon numérique en RDC? On ne peut pas faire le bon numérique parce qu'il y a deux entraves au numérique. La numérisation n'est pas la création n'est pas notre création. Ça existe indépendamment de nous et tous les autres États. Le numérique ne change pas. Si vous avez une administration politisée, la numérisation d'une administration politisée va être une administration politisée, une administration numérisée politisée. Si vous avez une administration non politisée, la numérisation de cette administration va être une administration numérisée non politisée. Mais une administration politisée a des problèmes. Voici les problèmes maintenant qui sont posés du point de vue du numérique, pas de la politique. Le numérique a un coût lié à sa production. Par exemple, si vous voulez numériser une administration, il y a un coût de la numérisation qui est lié au personnel, à l'interface. Vous voyez par exemple le nombre de ministres, les services gérés par chaque ministère, la connectivité des données entre les différents services. Mais chaque fois que dans notre pays, vous allez vous rendre compte que, pas que vous allez vous rendre compte, mais c'est un fait, si chaque fois qu'on a un nouveau gouvernement, on doit avoir un ministère qui varie, le nombre de ministres qui varie, c'est un problème. Parce que le numérique doit changer pour s'adapter à la nouvelle administration. Et ces changements-là, je peux vous dire que c'est coûteux. Pas seulement le numérique de votre petite société ici. Change Thierry Kimbundi, enlève-le, met quelqu'un d'autre. Vous allez voir que vous devez changer par sa fonctionnalité
et tout change aussi. En ce moment-là, vous êtes obligé de changer votre numérique à chaque cycle électoral. Est-ce que vous voyez les États-Unis changer de numérique? Non, parce que les ministères sont les mêmes. Vous avez le même nombre de ministères. Les Européens, la même chose. Sauf Trump depuis quelque temps. Hein. Non, Trump, je ne pense pas qu'il va changer. Il veut enlever le ministère de l'Éducation, il a enlevé l'USAID, il a enlevé la Voix de l'Amérique, il change beaucoup de choses. C'est un service. Oui, mais le ministère de l'Éducation. Même si le fédéral n'a pas l'importance des ministères des États. Je n'ai pas bien suivi comment il va changer, mais il que j'ai l'architecture du numérique des États-Unis. Et ça ne change pas. Et ce que je vous raconte là, ce n'est pas vraiment propre au numérique des États-Unis. Nous aussi, on peut faire la même chose. Dépolitisons l'administration. En d'autres termes, on ne doit pas changer les ministères chaque fois qu'on change le gouvernement. Et vous allez voir qu'en ce moment-là, nous pouvons asseoir la vision du président. Sinon, ça va être tellement coûteux. Au lieu que, comme il l'a dit dans son discours, que les numériques soient les leviers de la production, de l'économie et tout ça, ça va être son nightmare. Le code numérique actuel, il n'est pas bon parce qu'il a été fait sur base des intérêts politiques, par des hommes politiques, ou pour d'autres raisons? Lequel? L'actuel code numérique. Est-ce qu'il existe? Il y a le nouveau. Maître Ntetika, un des rédacteurs de ce code, en parlerait mieux que moi, mais l'actuel code du numérique que le président de la République, vous nous avez dit avant l'émission avoir vu... J'ai les documents du numérique. Donc vous savez que ça existe. Non, il n'est pas bon parce que rédigé par les politiques, selon vous, dans leur seul intérêt, ou... intrinsèquement, il n'est pas bon. C'est le code quand les ministres Bérand étaient encore là. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas du... Non, je n'ai pas envie de critiquer, tu vois. Je n'ai jamais envie de critiquer ce genre de choses. Ça, c'est pas le numérique. C'est tout simplement le code de l'information numérisée. Ça n'a rien à voir avec le numérique. J'ai lu ça. Bon, mais je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que je n'aime jamais critiquer... ça n'a rien à voir avec le numérique. Ni un code numérique. Vous dites aussi que nous devons réformer le service ou le système éducatif pour atteindre une vraie utilisation du numérique. Oui. Dans un premier temps, vous avez parlé de politique, oui. des politiques, oui. de la mainmise des politiques surtout. Oui. Mais aujourd'hui, sur le système éducatif, vous dites qu'il faut former les jeunes à ce que le numérique soit au centre de tout. En tout cas, je peux te dire que ça me fait mal. Parce que j'ai même des neveux qui font le numérique. Quand je cause parfois avec eux, je dis, mais qu'est-ce qu'on vous apprend? Tant qu'on n'a pas encore normalisé même l'éducation du numérique, ça ne marche pas. Vous allez voir qu'il y a combien d'écoles à travers de Kinshasa qui prétendent donner la formation du numérique. Mais voyez-vous, un parent qui souffre déjà, qui met de l'argent pour former son fils, sa fille. Oh, ma fille va faire le numérique c'est tout. Mais en même temps, ce qu'on donne à l'enfant comme formation, c'est nul. Comme numérique, ça ne marche pas. C'est tout simplement les pauvres qui exploitent les plus pauvres. Les systèmes éducatifs doivent commencer à contrôler quel genre de diplôme on donne à nos enfants. Ce n'est pas seulement pour les numériques. C'est dans tous les domaines. Par exemple, les enfants qui font... Il y a des écoles maintenant partout. Je me demande... Bon, je n'aime jamais entrer dans les critiques, mais je dis tout simplement que moi-même, j'ai ma méthode. Parce qu'il y a aussi des méthodes. Je suis parti en Irlande, j'ai travaillé avec celui qui faisait les numériques. Je n'avais pas demandé de boulot. Je lui avais dit que j'ai écrit mon livre sur les numériques. Parce que quand moi, j'ai commencé à écrire le numérique, ça n'avait pas encore cette ampleur. C'était en 2004. J'ai dit, est-ce que vous pouvez... J'avais écrit une méthode que je voulais être patentée parce que je voulais écrire un produit. Avoir un produit patenté. J'avais un produit patenté. Quand j'ai appelé les Capital Venture aux États-Unis et en Californie, ils m'ont dit, non, il faut que tes pairs d'abord approuvent ta méthode. Je lui ai dit, bon, j'ai ma méthode, les mathématiques du numérique. Parce qu'il est bien connu, David Parnas. Si vous tapez David Parnas, c'est lui-même qui le fonde. Il me dit, non, je suis en train aussi d'étudier les mathématiques du numérique. Est-ce que tu peux venir, on travaille ensemble? Je dis, OK.
mais à condition que tu puisses préfacer mon livre. Il dit non, pas de problème. Je n'ai jamais demandé du boulot et je suis parti, j'ai travaillé avec lui. Il dit non, je fais ça. Je lui dis non, docteur, je n'ai pas voulu lui dire aussi ce que je faisais. Je lui ai donné mon livre, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu ce livre-là en retour. Bon, comme je donnais plus priorité à la preuve de Dieu par l'existence des mathématiques et les fondements du droit, je crois que maintenant, je vais écrire ça. Mais je vais écrire ça pour le Congolais d'abord. Comme ça, les gens qui doivent utiliser le numérique du Congo doivent être... Parce que nous devons avoir ça. Sinon, si nous donnons aux Indiens, comme maintenant nos ministres sont en train de chercher à les faire, ils vont chercher les Indiens pour venir. Ils vont nous inonder et ça va être encore... Oui, mais la numérisation du Congo ne peut actuellement pas se faire par les Congolais, nous dit-on. C'est faux. Par manque de compétences. Aucun pays ne peut donner. Oui, mais la compétence pour la réalisation... Quelle que soit la raison que vous pouvez donner, aucun pays ne peut donner la numérisation de son administration aux étrangers. Pour moi, un ministre qui fait ça, il faut qu'on l'arrête. Je dis ça parce qu'en tant que Congolais, un ministre qui donne l'administration, qui va chercher un étranger. Non, il y en a, les Congolais qui connaissent le numérique, il y en a beaucoup. Je ne dis pas qu'on doit me donner à moi. Non, c'est pas. Mais ça doit rester au Congo. Mais ça doit rester au Congo. La digitalisation d'un pays permet une meilleure gouvernance de ce pays, notamment dans la lutte contre la corruption. La corruption. Aujourd'hui, au Congo, oui, c'est difficile. Je vais vous dire, vous voyez, depuis le discours du président de la République, vous allez voir que chaque ministre veut numériser à sa propre manière son ministère. Or, la numérisation doit être ça profite. Globale. Vous voyez, la numérisation, c'est comme ici, au monde au pays, yo zana kasilo na yo, que Kambundi a son... Non, ça ne marche pas comme ça. L'unité, l'ordre est centralisé. C'est-à-dire que la décentralisation favorise la fraude, la duplication, les coûts. Les coûts même deviennent exorbitants parce que les personnels, vous allez par exemple, pour avoir un serveur qui peut servir une localité, vous allez avoir 10 serveurs. En ce moment-là, chaque ministre va sortir l'argent sous prétexte qu'il va engager ses frères, ce genre. Non, on doit centraliser le numérique c'est-à-dire que tous les services du numérique, ça veut dire les services du logiciel, les services de la gestion des logiciels, les services de la gestion des données, les services de la gestion des infrastructures, les services de la gestion du personnel du numérique doivent être nationalisés, doivent être centralisés. Ainsi, par exemple, on peut, les logiciels du métier, on va voir si, par exemple, si nous-mêmes nous pouvons développer les logiciels du métier et si nous pouvons avoir, par exemple, un rebate pour les logiciels utilitaires. Par exemple, si vous voulez acheter Excel, chaque ministère achète Excel ou bien chaque ministère achète, vous n'allez pas avoir un bon prix si c'est l'État qui achète l'Excel. On peut continuer dans ce sens-là. Professeur Shimata Bakajiga Chinanga, je corrige, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Autrement dit, selon vous, enlevons la politique de tout, le pays est à refaire parce que la politique a tout vicié? Nous ne pouvons pas éviter la politique, mais sauf que la politique est mal définie chez nous. La politique est mal comprise. La politique, c'est l'incarnation de la loi, de la norme universelle de l'agir de l'être humain. Par exemple, le fait que nous avons un président et puis des premiers ministres et puis on peut se passer des premiers ministres, on a seulement un président et puis les gens qui font sa vision. Mais nous, quand nous voulons politiser, vous allez voir que nous sommes obligés d'avoir un premier ministre. Et puis maintenant, vous avez au niveau de la présidence pléthore de conseillers et qui font la même chose, même moins que les ministres. Parfois, eux, ils travaillent mieux que les ministres ou vice-versa. Et tout ça, c'est de l'argent qu'on peut gagner. Pour moi, ce que nous devons maintenant commencer à faire, c'est essayer de ne plus clochardiser les professeurs d'université. Ça, j'insiste. Le développement appartient à la connaissance.
Si nous clochardisons les professeurs de l'université, je peux vous dire tout de suite que nous irons nulle part, quelle que soit la politique. Quel que soit le américain, nous irons nulle part. Parce que c'est en donnant le pouvoir aux professeurs de bien former que nous allons avoir les enfants qui vont gérer tous les deals que nous allons faire avec les étrangers. Sinon, ce qui va se passer, c'est que nous avons les deals avec les étrangers, avec les Américains. Je peux vous dire qu'ils s'en foutent. Ils peuvent nous donner tout ce que nous voulons, mais si nous gérons mal, nous nous retrouvons encore après les 2 ans ou je ne sais pas combien d'années qui restent pour le président Tshisekedi comme point de départ. Mais tandis que si nous donnons aux professeurs la chance de bien former, je regrette aussi que les professeurs puissent clochardiser leur propre métier parce que maintenant, tout le monde est docteur, tout le monde est professeur, même les politiciens qui ne font jamais de recherche, mais ils se retrouvent professeurs, docteurs, après, je ne sais pas, on n'a rien fait. Parce que moi, j'ai fait la recherche, non seulement encadrée, mais la recherche individuelle. Parce que pour prouver l'existence de Dieu, j'ai fait 20 ans. Oui, je peux vous dire que je connais mieux ces domaines-là que beaucoup même qui sont dedans. Mais la science, le mathématique a, dans toutes ces démonstrations, une variable inconnue. Non, c'est faux. Alors je vais vous expliquer tout simplement la définition des mathématiques en des termes simples. Les mathématiques, c'est un ensemble de 3 propriétés. Les vérités premières que personne ne peut arriver à changer avec le temps. C'est-à-dire que c'est l'assurance de ces que personne ne peut changer qui font des mathématiques, qui donnent aux mathématiques sa consistance. Et puis l'ensemble de ce qu'on appelle proposition de théorèmes. Une proposition de théorème, c'est tout simplement une affirmation qui peut être faite par Lusakone, par moi, par Kambondi ou par quelqu'un d'autre, qui est vraie ou fausse. Mais elle est vraie ou fausse, pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas encore évaluée par rapport aux vérités premières. Mais quand elle se déduit de vérité première, en ce moment-là, elle est vraie. Quand elle ne se déduit pas, c'est tout simplement le produit. Mais tant qu'elle n'est pas démontrée? Non. La démonstration, c'est ça. C'est la déduction de cette affirmation de vérité première. La difficulté, c'est de trouver les vérités premières. Ce n'est pas vraiment de démontrer. C'est ce que je vous ai dit. Les philosophes avaient l'habitude, ou bien les syllogismes, par Aristote, lui disait si A est vrai, B est vrai. Ça, c'est la base du syllogisme. Mais les mathématiciens ne diraient pas ça. Les mathématiciens disent A est vrai parce que B se déduit de A, alors B est vrai. Vous avez dit premier, deuxième et le troisième, c'est, pour conclure? L'autre ensemble, c'est ce que j'ai dit, l'autre ensemble sont des théorèmes qui sont les propositions, les affirmations qui se déduisent des vérités premières.